Aujourd'hui, on reçoit Farnell Morissette. On va parler de son parcours académique, son parcours comme créateur de contenu, pourquoi il a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour venir parler de politique et d'actualité. Écoutez ça. Bonjour à tous, bienvenue à Créa en ondes. C'est le podcast officiel de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Puis aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très, très intéressant, c'est-à-dire un créateur, une responsabilité. Donc, pour parler de ce sujet-là, aujourd'hui, j'ai invité notre cher Farnell Morissette à venir nous jaser. Farnell, c'est une grosse pointure à plein de niveaux. Il a commencé par faire un bac en génie civil. Ensuite, il est allé étudier le droit à McGill pour aller travailler à New York, pour faire une mineure en économie sur le chemin, pour finalement retourner faire un master à London School of Economics. Vas-tu arrêter d'étudier un jour? Jamais. Je me suis dit 3 fois que c'était fini pour moi à l'école, puis chaque fois, j'y suis retourné. Alors maintenant, je me dis plus rien. Mais écoute, quelque part, je te comprends parce que moi, quand j'étais à l'université, je trouvais que c'était un moyen très efficace d'apprendre en toute paresse. T'es assis sur un banc d'école, toute l'information vient à toi, t'as pas besoin de chercher. Puis chaque jour, tu te couches un petit peu moins niaiseux. C'est une belle vie, être étudiant aussi. On sent, comparativement à avoir une obligation financière, responsabilité, travail, être étudiant, t'es comme responsable de toi-même, ta petite affaire, puis c'est tout. Alors, c'est un beau petit break, des fois, de la vie productive aussi, mettons. Exact. Donc, avant de poursuivre, je vais me présenter aussi. Donc, mon nom, c'est Laurence Ella. Je suis une des productrices du Gala Influence Création. Je suis sur le conseil d'administration de l'Association des créateurs de contenu du Québec. Et le Gala, c'est souvent mon problème. Donc, vous allez pouvoir mettre un visage un peu sur le behind the scenes de tout ça. D'ailleurs, dans d'autres épisodes, on va vous parler un peu plus de l'aspect Gala. On va faire des portraits créateurs également. Donc, suivez-nous pour en savoir plus. Avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, je t'invite à faire un petit cheers. Cheers! Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Elle est excellente, la Cheval Blanc. Absolument. Très frais. Donc, allons-y tout de suite avec la première question. Donc, en fait, légalement parlant, à quoi on s'expose comme créateur de contenu à partir du moment où on press send puis qu'on envoie une vidéo sur Internet, par exemple? C'est une bonne question et je pense que, ultimement, il faut voir ça comme si c'était n'importe quoi d'autre. Si je me lève debout sur un coin de rue avec un mégaphone ou même sans mégaphone puis je commence à hurler des niaiseries, présentement, le régime légal qui encadre le fou tout seul sur son coin de rue en train de gueuler et puis celui qui parle dans son téléphone puis qui pèse sur send, à peu près la même chose. Alors, ça devient difficile parler spécifiquement de la responsabilité d'un créateur sur les médias sociaux comme une chose distincte parce que présentement, dans la loi, ça n'en est pas vraiment une. Il n'y a pas de régime qui spécifie qu'est-ce qui arrive si tu dis quelque chose sur Facebook qui est différent que si tu le disais dans un auditoire rempli, dans un gymnase, dans un parc, quelque chose. Alors, c'est les mêmes notions de responsabilité civile de base. Tu peux pas faire de discours de haine, tu peux pas tu peux pas dire des mensonges à propos de quelqu'un dans le but de nuire à sa carrière, dans le but de nuire à son image. Tu peux pas... si tu as déjà signé un contrat de confidentialité, tu dois respecter ce contrat-là ou sinon tu peux faire face aux conséquences de ce contrat-là. Mais il n'y a pas de loi qui régit spécifiquement le discours sur les réseaux sociaux de façon différente que toutes les autres formes de discours. La seule différence peut-être, c'est que si on parle à 5 personnes sur un coin de rue, les chances qu'il y ait quelqu'un qui soit assez fâché pour porter plainte ou pour nous poursuivre sont pas mal moins grandes que si on parle à 50 000 personnes dans un live Instagram. Mais à part de ça, le principe de base reste le même. Donc, en réalité, c'est comme l'auditoire est plus grand, donc tu as plus de chances de te faire coincer, là, si on peut dire ça de même, ou qu'il y ait des répercussions parce qu'il y a plus de gens qui l'ont vu, tout simplement. Oui, on pourrait le voir de même. Okay. Puis ça, d'ailleurs, c'est valide aussi pour les gens qui font des commentaires.
Oui, c'est valide pour tout le monde. C'est ça, encore une fois, la loi ne fait pas de distinction entre celui qui parle à l'écran ou celui qui écrit en dessous du vidéo à l'écran non plus, présentement. Exact. Ben, c'est super intéressant juste de se rappeler de ça des fois avant d'envoyer du contenu sur Internet ou de commenter tout et n'importe quoi allègrement en se disant, ben, tu sais, moi, je suis derrière mon user là, où personne me connaît, avec pas ma face dessus, mais qu'on pense qu'il y aura zéro conséquence. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y a moyen d'appliquer ça aussi. Là. Ouais. Moi, ce que je me dis souvent, c'est est-ce que vous leur diriez à une salle remplie de policiers? Puis si vous pensez que vous auriez peut-être un problème légal, ben peut-être dites-le pas sur Internet non plus. Exact. C'est la même chose d'ailleurs pour la e-reputation. Puis c'est quelque chose que probablement on devrait conscientiser de plus en plus chez les jeunes aussi, de se dire, en dehors du fait de briser la loi et de poster quelque chose sur Internet, si tu mets une photo de toi qui est gênante ou dans un contexte où tu serais pas prête à assumer ça 5 ans plus tard ou de le mettre en gros sur Times Square, publie-le pas. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça, c'est difficile faire ce jugement-là quand t'as 17 ans, puis je comprends totalement. Moi, j'en ai fait des niaiseries quand j'étais ado, puis je suis juste content que ces photos-là ne sont pas sur Internet. Je suis assez vieux que c'était pas systématique. C'est pas tout le monde qui avait un iPhone dans sa poche quand moi, j'étais en train de faire mes niaiseries d'ado. Là. Puis en réalité, c'est que ça laisse des traces ça aussi. Des traces. C'est pas comme de l'information qui est perdue, peu importe. OK, excellent. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça préciser que on discute de politique et de légal dans ce podcast-là, mais ce n'est pas des conseils légaux. On vous invite à aller consulter des avocats chaque fois que vous avez un problème XY qui concerne la Je suis pas en train de donner des conseils juridiques. Je ne suis pas qualifié pour le faire dans le contexte précis. Alors, si vous avez des questions, parlez à un avocat. J'espère que c'est clair. Excellent. Ma deuxième question, en fait, ça concerne la forme légale d'un porte-parole ou d'une personnalité publique. Tu sais, moi, je suis pas avocate du tout, mais je sais qu'il y a des nuances aux yeux de la loi. Par exemple, si tu es une personnalité publique, possiblement que ton droit à la vie privée peut être, est-ce qu'on peut dire restreint, juste par le fait que tu es une personnalité publique, fait qu'il y a peut-être des choses, des fois, dans la loi qui s'adaptent ou non à toi. Est-ce qu'un créateur de contenu, c'est un peu la même chose? Oui, quand même. Encore une fois, il n'y a pas de distinction légale, les créateurs de contenu versus qui que ce soit d'autre. Mais il y a une notion qui s'est développée à travers tout l'historique du droit sur la vie privée, qui est l'idée d'une chose qui est d'intérêt public. Oui. Et puis ça, c'est quand même assez vaste. Qu'est-ce qui est d'intérêt public? C'est intentionnellement vaste pour pas qu'on se retrouve à judiciariser les nouvelles, par exemple. Si on veut rapporter que quelqu'un qui a une importance culturelle, une importance sociale particulière a commis un geste qu'on veut soit encourager ou réprimander, il faut que ce soit possible en parler. Et ce qui fait que, une vedette qui se présente elle-même comme étant une vedette, qui commet un geste qui est visible du public. Alors, je ne dis pas qu'est-ce que cette personne-là fait tout seul chez elle, derrière les portes fermées, c'est pas la même chose. Là. Mais si, en public ou de façon visible du public, cette personne-là fait quelque chose qui, par la nature de cette personne-là et par la nature du geste, devient d'intérêt public, devient quelque chose qui a sa place dans les nouvelles d'une façon très, très large, c'est beaucoup plus accepté de dévoiler ça au public que monsieur, madame, tout le monde qui fait juste vivre sa vie. Là-dedans, il y a des certaines contraintes économiques aussi. Je veux dire, il y a très peu de journaux qui vont être intéressés à lancer un scandale sur quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui n'est pas une personnalité publique. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est l'idée de l'intérêt public. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt du public de dévoiler comme information sur une personne? Et puis, si une personne... Le plus une personne est une personnalité publique, le plus c'est probable qu'on pourrait venir à croire que les agissements de cette personne-là sont d'intérêt public, alors son droit à la vie privée va être nécessairement un peu limité de cette façon-là. Exact. Puis est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, un créateur ou même un acteur, une personnalité publique qui serait porte-parole pour un organisme, ça vient aussi avec une certaine responsabilité légale de dire que toi, en tant que porte-parole, ce que tu dis, ça a une incidence aussi sur l'organisme ou l'entreprise que tu représentes, tu sais. Oui, ça va beaucoup plus être géré par des contrats de représentation. Par exemple, généralement, des porte-paroles vont avoir une entente avec l'organisme pour lequel ils sont porte-parole.
Et dans cette entente-là, il va généralement avoir des dispositions sur la conduite du porte-parole, sur qu'est-ce que le porte-parole peut et ne peut pas faire, même dans ses propres agissements privés, vu que si une marque, si une organisation, une compagnie s'associe à une personne, ben c'est légitime que cette marque, cette compagnie-là veulent contrôler l'association qui va se faire en général entre la personne et la compagnie. Ça, c'est une question contractuelle. Ça, c'est quelque chose qui va généralement se négocier de façon très serrée entre les porte-paroles et les organisations qui sont représentées de cette façon-là. 100%. Ben, moi, je trouve que c'est juste une occasion de se rappeler que c'est important de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que ça, en tant que personnalité publique, ça a toujours une incidence sur tout le restant de notre vie. Absolument. Et ce à quoi on touche. On a juste à se rappeler, je veux dire, le scandale d'Occupation Double, avec tous les sponsors qui ont quitté le bateau en 3 jours. Quand il s'agit de risques réputationnels, que tu sois un créateur de contenu, que ce soit une émission de télé qui a mal passé pendant ces 2 jours-là, les conséquences peuvent être affreuses parfois. Et surtout, je pense que c'est très important de se rappeler, c'est pas juste les conséquences pour les créateurs, pour les acteurs. Si tous les commanditaires quittent Occupation Double du jour au lendemain, c'est pas juste les vedettes qui vont en souffrir, c'est le monteur qui va en souffrir, c'est le caméraman 100%. Qui va en souffrir. C'est ces gens-là qui ont rien fait, qui ont aucune... ils n'ont rien à se reprocher, vont quand même en souffrir aussi. C'est une énorme responsabilité, ça aussi. Puis je pense qu'il faut que ceux qui portent ça sur leurs épaules en soient conscients puis le respectent. 100%. Merci beaucoup. Bon, une plateforme, une responsabilité. On n'a pas le choix de parler de ça, les amis, là, mais là, j'aimerais ça qu'on adresse vraiment toute la question de donner des conseils de santé, alors que nous ne sommes pas un professionnel de la santé, de de dire aux gens d'arrêter de mettre de la crème solaire, d'aller faire des rituels chamaniques, où est-ce que tu fais intégrer du venin sous la peau et tu peux faire des chocs anaphylactiques. Je veux dire, la promotion de casinos illégales, conseillers financiers douteux, il y a tellement d'exemples sur le web de dérapage de gens qui sont comme moi. J'ai une plateforme, je dis mon opinion, mais tu sais, peu importe si j'ai le background pour assumer ce que je dis et quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu penses qu'on devrait gérer ça? La première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est, avant même qu'on commence à parler de réglementation puis de loi, c'est une reconnaissance de la responsabilité morale de chaque personne. Ce qu'on fait a un impact sur les gens. Surtout, puis ça, je pense que c'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent sur les médias sociaux ou qui sont actifs sur les médias sociaux. On est en contact avec les gens, souvent à leur état le plus vulnérable. Ils vont être dans leur lit en train de faire du doom scrolling à 2 heures du matin, probablement quand ils vont voir notre vidéo. Et puis, il faut vraiment être très, très conscient de ce contexte-là. Que ces gens-là, on les rejoint par l'appareil par lequel ils contactent leurs amis. T'sais, entre mon vidéo et le prochain, il va peut-être recevoir un message texte de son chum, quelque chose. Il est dans un état d'esprit où il est particulièrement vulnérable. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, ça ne veut pas dire qu'il faut comme les prendre avec de la ouate, non. Mais juste, il faut être conscient du contexte dans lequel on parle aux gens. C'est pas nécessairement tout le monde à qui on parle non plus qui est entièrement sain d'esprit. C'est pas tout le monde à qui on parle qui a toutes ses billes, si tu veux. Ce qui fait que ce qu'on va leur dire, il faut être responsable du contexte dans lequel ils vont recevoir aussi. On ne peut pas juste se laver les mains et dire « Bon, moi, j'ai dit mon affaire, mais les gens prendront leurs décisions. » Non, la relation qu'on a avec eux, dans la majorité des cas, les gens sont capables de faire la part des choses, mais il y en a qui ne le sont pas. Et puis, on a une responsabilité envers ces gens-là aussi, je pense. Ça devrait être avant même qu'on commence à parler de réglementation, de responsabilité légale, tout ça. La première chose, c'est une responsabilité humaine, morale, qu'on est tous capables de reconnaître si on s'arrête pour y penser un peu. C'est que souvent, on ne s'arrête pas pour y penser. Alors, juste un petit frein là-dessus. Là. Il y a juste un exemple flagrant là, qui me vient à l'esprit, mais quand, pendant la pandémie, quand le président Trump il a dit aux gens de s'injecter du Purell. Je veux dire... j'ai l'impression que le président Trump est peut-être dans une catégorie un peu séparée de ça dont on parle, là, mais oui, il y a des gens, l'énorme majorité des gens disaient « Ben oui, non, on fait pas ça », mais il y en a qui l'ont peut-être fait. Oui, mais c'est ultra problématique que le président des États-Unis fasse un statement comme ça, tu sais. Oui. Oui, évidemment. Exemple de dérapage flagrant, là.
Puis, tu sais, à ce niveau-là, à partir du moment où tu commences à donner des conseils de santé et que tu n'es pas reconnu par un ordre, ou que tu l'es, en fait. Des fois, c'est pire, là. Mais exemple que tu es une infirmière, puis que tu te mets à faire des conseils santé en ligne, puis que tu dis n'importe quoi qui va contre ta profession, tu peux te faire ban. Là, tu peux te faire, oui, il y a des, tu peux te faire poursuivre, tu peux te faire sanctionner. Moi, c'est pour ça que je l'ai précisé tantôt, je ne suis pas membre du barreau du Québec. Ma pratique est à New York, je suis membre du barreau de New York. Mais ça veut dire que j'ai pas la qualification légale pour donner des conseils juridiques. Mais même si je l'avais, je le ferais pas. Parce que tous les membres des professions, alors que ce soit un avocat, un médecin, infirmière, peu importe, ont des obligations déontologiques qui viennent avec leur profession et doivent les respecter aussi. Généralement, les professionnels les connaissent assez bien, mais des fois, il y en a qui s'échappent ou qui oublient et qui mènent à justement des gens qui vont peut-être parce qu'ils sont pas arrêtés pour y penser ou ils ont oublié, vont commencer à donner des conseils puis dire, ben moi, je suis professionnel de la médecine, puis je vous dis que tel médicament, c'est pas bon, prenez pas ça, c'est pas vrai, que telle affaire, c'est bon pour vous. Ceux qui font ça vont généralement se faire signaler à leur ordre professionnel. Leur ordre professionnel va les sanctionner. Et puis, sincèrement, je pense que c'est mérité. C'est à ça que servent les ordres professionnels, à protéger le public. Et puis, les ordres professionnels ne sont pas régis par le gouvernement. Les ordres professionnels sont régis par les professions. Alors, ça va être d'autres membres de leur profession qui les sanctionnent. Alors, c'est d'autres personnes qui ont la même expertise qu'eux qui sont en train de dire non, ce que cette personne-là dit, c'est pas bon. Alors, quand une personne se fait sanctionner par un autre professionnel, ça veut dire que d'autres personnes qui ont la même expertise disent que cette personne-là est en train de déraper. Ça aussi, c'est important de se le rappeler. Oui, puis il se passe quoi, mettons, au niveau des conséquences? Admettons que tu es naturopathe, tu donnes un conseil, puis dans le cadre de la crème solaire, je me rappelle que j'ai lu que l'Ordre des chimistes voulait prendre action par rapport à ça. Est-ce qu'ils peuvent vraiment? Ils peuvent-tu... Oui. C'est une poursuite directe contre un créateur, par exemple, qui donnerait des conseils qu'il n'aurait pas rapport de donner, genre? Oui, parce que c'est ceux qui ne sont pas membres de l'ordre professionnel, qui ont la compétence légale pour donner le genre de conseils qui se donnent, font, le terme technique, c'est une usurpation de la profession, c'est-à-dire ils sont en train de commettre des choses que la loi restreint à seulement les membres de cette profession-là ont le droit de faire. C'est juste au Québec, les avocats qui ont le droit de donner des conseils juridiques. Alors, n'importe qui donne un conseil juridique qui n'est pas avocat peut se faire poursuivre par le barreau. N'importe quelle personne qui donne des conseils médicaux qui n'est pas membre d'un ordre qui permet à donner des conseils médicaux peut se faire poursuivre par l'ordre approprié, que ce soit le Collège des médecins ou autre chose. Et ça peut être très sérieux. C'est des sanctions qui peuvent coûter très, très cher, qui peuvent venir avec des injonctions qui peuvent vraiment faire mal, traîner longtemps dans la vie d'une personne. Oui, puis 100%. Puis d'ailleurs, à ce niveau-là, en France, ils ont régi là-dessus. Ils ont passé des lois. Parce que je pense que, les Français sont beaucoup plus nombreux, donc... Personnellement, je ne sais pas s'ils sont pires que nous sur la désinformation, mais il y a forcément plus de désinformation juste parce qu'ils sont plus. Puis ils ont passé une loi, là, je ne l'ai pas étudiée en profondeur, mais à ce que j'ai compris, même si tu n'es pas sur le territoire français, si tu as un passeport français et que tu fais la promotion d'un produit qui n'est pas approuvé français par l'équivalent de Santé Canada, exemple, tu t'exposes à des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, là, tu sais. Alors, si vous avez un passeport français, sachez-le. Oui, faites attention. OK, intéressant. D'ailleurs, j'aimerais juste aussi en profiter, tu sais, il peut y avoir des sanctions qui sont faites au niveau des ordres professionnels, ça c'est sûr, mais on s'entend-tu que les plateformes comme telles, là, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ne sont pas fans non plus de gens qui prennent la place pour dire n'importe quoi, là. Je veux dire, dans des contextes comme ça, nous, on a des discussions directement auprès des plateformes, puis ils nous le disent, là, flaguez-nous là, quand vous voyez des affaires qui n'ont pas d'allure parce qu'ils ne veulent pas contribuer à ce problème-là, tu sais. Fait que ça, c'est... Faut faire attention à ça aussi. D'ailleurs, 4e question. Comment on peut faire pour éviter de consommer ou... faire de la désinformation. Parce que, tu sais, il y a une limite quand même entre je suis volontairement en train de poster quelque chose qui est faux versus j'ai lu quelque chose, j'ai pas compris que c'était faux puis je suis en train de relayer l'information. Tu sais, c'est quoi les signes là, qu'on peut spotter qui nous dit genre ça? Peut-être que tu devrais avoir un doute là-dessus. C'est vraiment tough. Oui, j'en doute pas.
C'est pas comme si la vérité venait avec un espèce de garant que tu peux juste vérifier. pratique. C'est ça. Ça n'existe pas un stamp, ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Alors, ça revient à dire comment on enseigne l'esprit critique aux gens. Puis ça, c'est pas nouveau comme problème. Les philosophes de la Grèce antique se demandaient comment on fait pour enseigner l'esprit critique aux gens. Mais la première chose, je pense, c'est réaliser, particulièrement si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ne pas avoir confiance dans les médias traditionnels, pour toutes sortes de raisons, certaines que je peux comprendre, d'autres que je comprends un peu moins. Si vous êtes capable de démontrer un esprit critique envers les médias traditionnels, clairement, vous êtes capable de démontrer un esprit critique en général. Appliquez ce même esprit critique-là que vous avez envers les médias traditionnels envers ce que vous voyez dans les médias sociaux. C'est un excellent exercice. Il faut vraiment aussi faut être très, très conscient que naturellement, on va avoir une tendance à vouloir exercer un esprit critique, à vouloir falsifier, à vouloir prouver ou au moins vérifier si quelque chose est vrai quand on n'est pas d'accord avec la chose. Mais quand on reçoit une information avec laquelle on est d'accord, c'est beaucoup plus commun qu'on l'accepte sans avoir d'esprit critique. Alors, appliquez le même esprit critique que vous avez aux choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord envers les messages auxquels vous êtes d'accord. Si quelqu'un vous dit quelque chose puis vous voulez être d'accord avec cette personne-là, essayez de le falsifier avant. Appliquez le même esprit critique avant. Imaginez-vous dans la tête de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là qui n'est pas d'accord pour le convaincre que c'est vrai? Puis si vous n'êtes pas capable de convaincre une personne imaginaire qui ne croit pas ce que vous venez d'écouter, que ce que vous venez d'écouter, bien, probablement que vous ne devriez pas l'accepter aussi facilement non plus. Je pense que la meilleure défense, c'est ça. Puis ça vient avec la pratique. Ça se développe, ça devient éventuellement un instinct, un réflexe secondaire. Puis quand on arrive là, on peut avoir un peu plus confiance qu'on est peut-être un peu mieux protégé. Mais ça reste toujours un risque. On n'est jamais à l'abri complet de se faire berner par de la désinformation et de partager de la désinformation. C'est pas une question d'être assez intelligent, c'est pas une question d'avoir assez de connaissances, c'est pas une question de juste pas être un boomer. C'est des réflexes, c'est de la pratique et c'est un questionnement constant qu'il faut jamais lâcher prise. Puis, c'est encore plus important dans un contexte de création de contenu dans la mesure où, si je me trompe pas, les journalistes, ils ont quand même un devoir dans leur profession de vérifier leurs sources avant de publier, de s'assurer que les faits soient vrais. Tu verras jamais des journalistes annoncer des... Oui, ils essayent d'être les premiers à poster la nouvelle. Mm-hmm. On est tous d'accord qu'il y a une matière de scoop là-dedans. C'est la même chose pour la création de contenu. Mais de par leur profession, ils sont régis de relayer de l'information qui est vraie, véridique ou vérifiable. Ouais. Alors que les créateurs de contenu, en ce moment, on n'a pas ça. Je pense que live, surtout au Québec, on est dans une période plus de sensibilisation. Peut-être que ça va être régi éventuellement un jour, mais là, on est encore loin de là. Mais tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi de se dire que quand tu lis une information dans un journal, même si des fois c'est un peu écrit sensationnaliste et tout ça, le fond de l'histoire, il est supposé être vrai. Là, c'est supposé. Il y a des journalistes qui sont meilleurs à ça que d'autres, mais ouais, en théorie, c'est pas un ordre professionnel, mais il y a le Conseil de la presse. Ouais. Il y a, en théorie, les journalistes ont un code déontologique qui est entièrement bénévole, mais quand même que les journalistes sérieux, ceux qui sont crédibles, vont suivre. Ou ils vont rectifier des nouvelles, mettre à jour des articles, ou écrire des titres, puis après ça, ils vont dire détails à venir quand ils n'ont rien. Ouais. Mais, tu sais, il y a des pratiques un peu pour éviter ça le plus possible. Niveau responsabilité, là, on s'écarte un peu de la désinformation, mais c'est aussi une responsabilité légale de s'assurer que, comme créateur de contenu, tu aies compris l'aspect financier de la job, là. Ouais. Ça c'est beaucoup dans les médias présentement. Voit, c'est ça, ces temps-ci, mais je veux dire, c'est comme un cycle. Ça. À chaque année, il y a comme 2-3 semaines où il y a plein d'articles qui sortent que tel créateur a été pincé, n'a pas déclaré ses revenus à l'impôt, etc. T'sais, on semble être dedans là, mais ça revient année après année, ça. Oui, exact. Mais tu sais, la réalité au Québec, c'est que quand tu pars ton entreprise ou comme travailleur autonome, généralement, tu te poses 2-3 questions. Tu fais comme, faut s'enregistrer, c'est quoi s'enregistrer?
c'est quoi une incorporation, tu vas te poser 2-3 questions, faire des recherches, parler à d'autres gens qui sont entrepreneurs, alors que si tu veux te partir ta chaîne YouTube, là, si tu as 12 ans, tu te fais un compte puis tu le fais, là, tu comprends? Fait que c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que à partir du moment où les réseaux sociaux, ça devient pas un passe-temps, mais ça devient une business, ça vient aussi avec des responsabilités légales de business. Oui, ben comme n'importe qui travaille, qui reçoit de l'argent pour du travail, même si c'est un jobber qui remonte des salles de bain les fins de semaine, dès que tu reçois de l'argent pour un travail, ouais, tu as des responsabilités fiscales, faut que tu sois au courant de ça. Bon, fait que là, notre conseil du jour, la gang, c'est de vous informer sur les responsabilités légales qui viennent avec avoir une petite entreprise, comme travailleur autonome. Surtout si tu génères plus que 30 000 par année. Ça change beaucoup de choses à votre vie à haute 30 000. Genre TPS TVQ. Faut que tu charges TPS TVQ. OK? Donc, il y en a qui peuvent se sentir perdus là-dedans complètement. C'est bien normal. Je veux dire, moi, quand j'ai parti ma business, je connaissais rien. 6 ans plus tard, je connais plus d'affaires. J'en apprends tous les jours encore. Pour ça, d'ailleurs, les gens, on a formé l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. C'était une de nos missions d'accompagner les créateurs à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est gratuit. Vous avez déjà en ligne sur notre plateforme actuelle une formation qui a été faite par Youssef Galache, qui est prof de finance à Montmorency, qui a fait une formation complète sur les finances de travailleurs autonomes appliquées aux créateurs de contenu. C'est gratuit. Inscrivez-vous. Voilà. Donc, ça fait un peu le... Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, en fait, par rapport à la désinformation, à la responsabilité qui vient avec une plateforme? Ben, tu sais, moi, je m'imagine à un moment donné, dans les années 1920, oui. Il y a quelqu'un qui a été le premier à suggérer l'idée d'un permis de conduire. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pas avoir de permis de conduire? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un monde où n'importe qui peut s'acheter un auto puis conduire sur l'autoroute puis aller dans les rues? Puis... Et là, j'entends tout de suite la levée des boucliers. Là, parce qu'on parle de limiter la liberté d'expression. Là. On parle de dire au gouvernement, le gouvernement a le droit de dire qui peut et qui ne peut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. On comprend l'analogie que je suis en train de faire. Je ne sais pas si on en est rendu là, je ne sais pas si c'est vers là qu'on s'en va, mais si on se rappelle que c'est ça, il y a quelqu'un qui a été le premier à dire il nous faut un système de permis de conduire qui ne permet pas à n'importe qui de prendre le volant. Il y a sûrement plein de gens qui se sont levés pour dire c'est notre liberté de se déplacer. Se déplacer, c'est une liberté fondamentale, à même titre que la liberté d'expression. Et pourtant, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que les panneaux de signalisation, les feux rouges, le système de permis de conduire, ça n'empêche pas les gens de se déplacer, ça facilite leur déplacement. Ça améliore la liberté fondamentale qui est de se déplacer. Alors peut-être qu'on pourrait commencer à songer à une réglementation qui vient réglementer la façon qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, mais pas pour limiter l'expression, plutôt pour la faciliter, pour la rendre plus sécuritaire. Je sais pas si on est rendu là. Ouais, peut-être c'est des badges de vérification. On est peut-être dans une piste de solution avec ça. C'est sûr que s'il y a trop de dérapages, tous les dérapages mènent à la réglementation. Ça, s'ils ont mis un code de la route, c'est parce qu'il y avait trop d'accidents. C'est ça. Ouais. Ça aurait été bien facile en 1918 de dire on n'a pas besoin de réglementation, c'est déjà illégal de frapper quelqu'un avec ton char. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Là. Ça fonctionne pas exactement de cette façon-là. Exactement. Puis, tu sais, même si le web, ça reste quelque chose à part entière qui est comme un peu dans un univers intangible, c'est pas vrai que le gouvernement peut pas réglementer. Là. Si ça soit avec YouTube et TikTok puis il dit nous, ici, c'est de même, ils vont le faire ou ils vont s'en aller. Il n'y aura pas d'autres options. Fait que c'est vrai que c'est une bonne chose à réfléchir. Là. On n'est pas en train de dire qu'on est pour ou contre. Non, pas du tout. Mais c'est une réalité qui pourrait arriver. C'est une réflexion qui vaut la peine de garder dans son contexte différent, évidemment, mais ça pourrait être une affaire de même. Excellent. Merci beaucoup pour cette entrevue sur une plateforme, une responsabilité. Je suis vraiment contente, encore une fois, d'avoir eu ton input là-dessus. Moi, je suis très fan de ton contenu. Alors, j'écoute toutes tes vidéos. J'y repose dans mes stories sur Facebook. C'est toujours tellement bien articulé. Tu fais toujours le tour de la question. Tu présentes autant les points négatifs que les points positifs. Puis ça permet ça aux gens de développer un esprit critique. Donc, avec ton contenu, tu fais exactement ça. Merci. Bravo. C'est super gentil. Vraiment. Merci.